Villisca. C'est une petite ville de 2000 habitants environ, située dans le comté de Montgomery, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis. Ce petit village est connu pour plusieurs choses. Judd Holdren, un acteur né le 16 octobre 1915 à Villisca, ayant joué dans une vingtaine de films avant de se suicider en se tirant une balle dans la tête le 11 mars 1974 à l'âge de 58 ans. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale dans la US Coast General avant de devenir modèle masculin. Il devient par la suite acteur et joue notamment dans Captain Video, Master of the Stratosphere, Zombie of the Stratosphere ou encore The Lost Planet, un feuilleton de 15 chapitres de la Columbia Pictures. Mais Villisca est plus connu pour une autre histoire, une histoire de meurtre. En effet, cette petite ville paisible va être le terrain de jeu d'un tueur à la hache. En 1912, dans la nuit du 9 juin, une famille composée des parents, Josiah et Sarah Moore, de leurs 4 enfants, Herman, Catherine, Boyd et Paul, ainsi que 2 des petites voisines, Lena et Ina Stillinger, rentrent chez eux après une messe du soir. Au cours de la nuit, une ombre s'introduit dans la maison. Elle se dirige tout d'abord dans la chambre des parents et les assassine. Le tueur à la hache entre ensuite dans la chambre des enfants et n'en épargne aucun. Le lendemain, une voisine, Mary Peckman, voyant que les Moore n'ont pas été vus de la journée, contrairement à leur habitude, décide d'aller frapper à leur porte. Mais personne ne répond et la dite porte se trouve être bloquée. Mary contacte donc Ross Moore, le frère de Josiah, et finissent par entrer avant de découvrir les corps. Les 8 cadavres avaient été matraqués de coups de hache. Le meurtrier avait apparemment utilisé le côté plat de la hache pour assommer ses victimes, puis il s'était servi de la lame pour les défigurer avec un acharnement terrible, donnant plus de 20 coups à chacun au niveau du visage. Le tueur s'était particulièrement acharné sur Josiah, le frappant avec tant de violence que ses yeux avaient jailli de leurs orbites. Tous les rideaux des fenêtres avaient été tirés, sauf 2, où le tueur cacha les fenêtres à l'aide des habits ensanglantés des Moore. Une casserole contenant de l'eau et du sang mélangés a été découverte sur la table de la cuisine. La police est de suite contactée, et après investigation de la maison, ils découvrent une hache dans une des chambres. Les corps de Lena et Ina ont été retrouvés dans la chambre du rez-de-chaussée. Lena avait le visage recouvert par un manteau gris, sa chemise de nuit avait été remontée sur son torse et elle ne portait aucun sous-vêtement. Le médecin légiste qui l'examina ne découvrit aucun signe de violence sexuelle. Dans la grange, les enquêteurs remarquèrent une dépression dans le foin de la taille d'un homme, comme si quelqu'un s'était couché à cet endroit. D'ailleurs, ils ont découvert un trou dans l'une des planches, trou que le meurtrier avait certainement utilisé pour espionner ses victimes, ce qui veut dire que les meurtres avaient bien été prémédités. L'enquête de police conclut donc que les 8 meurtres ont eu lieu entre minuit et 5 heures du matin, et les journaux locaux suivent l'affaire de près, laquelle est importante par le nombre de corps, la sauvagerie du crime à la hache, ainsi que le fait que 6 enfants aient trouvé la mort dans cette sordide enquête. Les enquêteurs auront plusieurs suspects, dont 3 notables. Andrew Sawyer, un étrange vagabond qui dormait avec une hache et qui, à la suite du meurtre, parla à son patron de cette histoire d'une étrange façon, ce qui le fit arrêter par la police le 18 juin, mais il réussit à prouver qu'il n'était pas en ville le soir du crime. Le révérend George Kelly, étant connu comme voyeur, fut arrêté par la police pour les 8 meurtres, mais finit par être acquitté à la suite de son procès. William Mansfield, un criminel qui se trouve lié à des affaires similaires, a été identifié comme suspect dans un article du journal Kansas City Post, écrit par Jack Boyle. Boyle l'a accusé d'être toxicomane, mais le journaliste a ensuite été arrêté à Kansas City pour ses accusations de drogue. Malgré tout, la police ne trouva jamais l'assassin, ni même les motifs des meurtres. Cependant, 5 questions restent en suspens. Qui est ce tueur à la hache ? Pourquoi s'est-il autant acharné sur les victimes ? Pourquoi avoir commis de tels actes ? Pourquoi s'en être pris à la famille Moore ? Et comment se fait-il qu'aucune des victimes ne se soit réveillée ? Le meurtrier connaissait certainement la famille Moore, et à voir comment il s'était acharné sur Josiah, c'était peut-être lui qui était visé sur cette affaire. Ce tueur avait pris le temps de recouvrir les fenêtres et les miroirs, de manger sans qu'il ait peur d'être dérangé. Il connaissait les lieux, il s'agissait vraisemblablement d'une tuerie préparée à l'avance. La maison va acquérir au fil du temps la réputation d'être hantée par les esprits des 6 enfants, de Sarah et du tueur à la hache. D'après les chasseurs de fantômes qui y sont allés, ces esprits se manifesteraient par des apparitions, des voix d'enfants, des rires, des portes qui claquent, etc. Avant que la maison soit achetée et restaurée,
la maison fut habitée par plusieurs propriétaires qui n'y restèrent pas longtemps, notamment Homer et Bonnie Rittner, deux jeunes mariés qui ont loué la maison pour en faire leur petit nid d'amour. Un soir, Bonnie voit au pied de son lit un homme armé d'une hache. Elle se met à hurler et est en panique, une peur panique, qui l'empêche de réagir. Le lendemain matin, Homer envoie sa femme chez le médecin qui recommande du calme et du repos si elle ne veut pas perdre l'enfant. Alors, les nuits suivantes, le pauvre homme passe ses nuits assis sur une chaise au chevet de sa femme, sinon elle ne pouvait pas s'endormir. Un autre soir, c'est Homer qui entendit des bruits de pas dans les escaliers, comme si quelqu'un montait à l'étage pour venir dans la chambre où il veillait. Il ouvrit la porte, mais il n'y avait personne. Après cela, le pauvre homme alla récupérer sa caution chez le propriétaire, mais ce dernier refusa de la lui rendre. Homer était en colère. Au café, il parla de cette histoire au barman, qui sortit une boîte contenant des fragments d'os du crâne de Josiah Moore. Homer décida alors de faire ses bagages et partit loin de la ville avec sa femme encore enceinte. Aujourd'hui, cette maison est inhabitée et des visites sont organisées par les amateurs de sensations fortes. La ville de Villisca a connu son apogée en 1900. Les entreprises se sont développées et la population a triplé. Les trains passaient par douzaines chaque jour dans la ville pour le transport des marchandises. En 1912, la ville abrite le seul arsenal militaire de l'Iowa. Sauf que, lorsqu'il fallut trouver un nom pour cette petite bourgade devenue une petite ville, on trouva le nom de Villisca, qui signifie magnifique ou encore vue magnifique. Mais en réalité, on découvrit, après le terrible massacre à la hache, que la ville s'appelait Waliska, qui veut dire en indien esprit mauvais.